Dans la cartographie de l'occupation des sols, on va s'intéresser à la couverture physique ou biophysique de la surface des terres émergées. Et l'idée, c'est de savoir, pour chaque point au sol, le type de couverture ou d'utilisation des sols que l'on a. Donc, par exemple, distinguer entre les zones naturelles, les zones artificialisées, les types de forêts, les zones humides, etc. La cartographie de l'occupation des sols est très utile dans beaucoup d'applications, qu'elles soient scientifiques ou opérationnelles. Ça peut aller de la modélisation des cycles de l'eau et du carbone, la biodiversité, mais aussi l'aménagement urbain, les trames vertes et bleues, etc. Et pour cela, il faut mettre à jour ces cartes-là de façon fréquente et régulière pour répondre aux besoins de ces différentes applications. Et nous, ce qu'on a choisi de faire dans le cadre du CES OZO, du pôle TEIA, c'est de faire ça à partir de l'imagerie de télédétection à haute résolution, et on va utiliser des données de type Sentinel, du programme Sentinel de l'ESA. Donc on a des acquisitions très fréquentes, tous les 5 jours par exemple avec le satellite Sentinel-2. Donc ça génère de volumes de données très très volumineuses, et donc on ne peut pas les traiter à la main. Et ce qu'on a fait dans le CES OZO, c'est de développer des méthodes, des algorithmes basés sur de l'apprentissage automatique, de façon à exploiter ces données-là de façon efficace et rapide. Le produit OZO, donc cette carte d'occupation des sols, vient remplir des besoins qui ne sont pas aujourd'hui remplis par des produits existants. Il y a des produits disponibles déjà sur étagère, comme le produit Corine Landcover de l'Union européenne, qui est une cartographie de l'occupation de sol à 44 classes, qui est mise à jour tous les 6 ans, avec un délai de 3 ans. Donc la carte qui est produite pour le millésime 2012, en fait, elle a été disponible en 2015. Donc ça, c'est un des premiers problèmes qu'on a avec beaucoup de produits d'occupation des sols, c'est qu'ils sont pas très frais. Et ça, c'est dû au fait qu'on les produit avec des techniques un peu manuelles. Par faute d'interprétation, il y a toujours des opérateurs humains qui interviennent, et donc pour traiter tous ces volumes de données des grandes étendues, c'est lent, c'est laborieux, c'est coûteux, en main d'œuvre, etc. Le produit OZO vient se placer un peu dans ce panorama-là, où il y a Corine Landcover, dont je viens de parler, mais il y a aussi des occupations des sols qui sont faites sur des petites portions du territoire, avec des nomenclatures très fines, avec une échelle spatiale très, très fine aussi, mais qui du coup sont pas compatibles, sont pas homogènes sur l'ensemble d'un territoire. Donc l'idée d'OZO, c'était de produire un produit qui est peut-être moins précis sur certains aspects que d'autres produits existants, mais qui est homogène sur le territoire et qui est fait de façon complètement automatique, et donc du coup on peut le mettre à jour très fréquemment. Aussi, un des avantages du produit OZO, c'est qu'il va être gratuit et disponible pour tout le monde, pour tout type d'usage, commercial ou non commercial, peu importe. Les caractéristiques intéressantes du produit OZO, c'est sa gratuité, la disponibilité rapide. Le CES OZO fournit le produit 3 mois, au plus tard 3 mois après le millésime de référence, ce qui permet vraiment d'avoir un produit qui est très actualisé, qui est à jour et qui est frais. L'autre intérêt aussi, c'est que ce produit-là est mis à jour tous les ans. Donc on assure une continuité sur plusieurs années, ce qui permet de faire des suivis de l'évolution de l'occupation des sols. D'autres caractéristiques importantes, c'est qu'on a une partition continue du territoire, c'est-à-dire que le produit a la même nomenclature et il est produit de la même façon sur l'ensemble du territoire métropolitain français. Ça, c'est un avantage par rapport à des occupations des sols qui vont être régionales ou au niveau d'une commune, etc. On essaye aussi de fournir quelque chose qui est similaire en termes de format et en termes d'utilisation aux produits déjà existants. Donc on essaie de respecter une nomenclature qui est très similaire à celle de Corine Landcover, moins détaillée que celle de Corine. Corine a 44 classes, le produit OZO a 17 classes jusqu'à maintenant. On envisage de le mettre à jour avec de plus en plus de classes. Par exemple, le produit 2018, d'ajouter quelques classes supplémentaires par rapport au produit précédent. Donc ça va être une nomenclature emboîtée, ce qui va faire que en fait la nomenclature est complètement compatible avec les millésimes précédents. Voilà. En termes de spécification du produit, donc l'idée du CES OZO au début, c'était de fournir un produit qui aurait entre 15 et 20 classes. Donc les 2 premiers millésimes officiels TEIA, donc 2016-2017, c'était un produit à 17 classes, avec une résolution spatiale de 10 mètres. Donc on fournit un produit raster, c'est-à-dire des pixels, donc une image qui couvre la France métropolitaine à 10 mètres de résolution. On fournit aussi un produit
à 20 mètres de résolution, ce qui nous permet de fournir quelque chose de un peu plus robuste en termes de reconnaissance des classes, de précision sémantique. Les classes actuelles, on a plusieurs classes de culture, donc on a les grandes cultures, les cultures annuelles, on va les séparer en culture d'été, culture d'hiver. Après, on va avoir les prairies agricoles, les vignes et les vergers, donc en culture permanente. On a aussi deux types de forêts, les feuillus et les résineux. On a aussi des classes pour les pelouses et pâturages naturels, les landes ligneuses. On aura aussi des surfaces minérales, des dunes, plages, sable, etc. et des classes qui correspondent à l'eau, et aussi les glaciers, les neiges éternelles. Et ensuite, il y a toute une partie sur les classes artificialisées où on va séparer 4 classes, l'urbain dense, l'urbain diffus, les zones industrielles et commerciales et les routes. Ces classes-là, à l'heure actuelle, elles sont pas bien distinguées, sont très confondues entre elles. Donc si on les regroupe, on a un taux de reconnaissance qui est très élevé, de plus de 90% de pixels bien reconnus. Quand on les sépare, il y a beaucoup de confusion entre elles. C'est pour ça aussi qu'on recommande aux utilisateurs, en fonction des usages, de regrouper certaines classes, ce qui est faisable du fait qu'on a cette nomenclature emboîtée. En 2018, on a décidé d'aller un peu plus loin suite à des retours utilisateurs et on a notamment donné plus de détails au centre des cultures annuelles. On a séparé les cultures d'hiver en céréales à paille d'hiver et après colza. Et en culture d'été, on a séparé le maïs, le tournesol et d'autres cultures d'été aussi. On a aussi rajouté le riz à cause des besoins en eau de ce type de culture-là. Donc cette année, en 2018, on devrait pouvoir sortir un produit à 23 classes au lieu de 17, avec des taux de reconnaissance qui restent très élevés, donc on n'a pas beaucoup perdu. Et pour les utilisateurs qui veulent continuer à utiliser la nomenclature précédente, c'est très facile, on regroupe les cultures d'été ensemble, les cultures d'hiver ensemble, et on a exactement la même nomenclature que les années précédentes.